Quand je parle de mon métier à des gens que je rencontre, ils sont souvent très surpris. Ici, ce que l'on va trouver, c'est que des maladies. Une mèche de cheveux qui faisait 75 cm de long, retrouvée à l'intérieur d'un ovaire en 1856. Là, par exemple, une fracture, et en plus, on a encore la balle à l'intérieur de l'os. C'est assez impressionnant. Une espèce de bibliothèque humaine. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, ça clairement, c'est sûr. Et puis, aimer ses collections. Donc ici, on est dans les réserves où sont conservées les collections médicales et d'anatomie pathologique. Ici, ce que l'on va trouver, qui est vraiment la singularité, c'est que c'est que des maladies. On a presque 30 000 objets, personnes dans ces collections. Des préparations sèches, des squelettes, comme on peut les connaître dans les cours de SVT. Des préparations humides, donc ça c'est les pièces qu'on trouve dans les bocaux. Un fond de neuroanatomie et neuropathologie, donc là c'est des tranches de cerveau sur des petites lames histologiques, typiquement les lames qu'on peut observer au microscope. On a aussi des archives, beaucoup de dossiers de patients, de photographies cliniques, de dessins, de peintures, de gravures. On va aussi avoir les cires anatomiques qui sont derrière moi. Donc ça, c'est des moulages faits avec de la cire qui sont faites sur le vivant. Donc les premières pièces, elles arrivent au XVIIIe siècle parce que ce sont des morceaux de corps qui ont été préparés dans l'ancienne Académie royale de chirurgie. Donc là, c'est 1700 et des brouettes. Et les dernières pièces rentrées en collection, c'est plutôt les années 1930 à 1950. Alors dans cette allée, il y a une pièce vraiment intéressante. C'est le corps entier d'une personne qui s'appelait Anne-Elisabeth Suppiot. On a le crâne, la cage thoracique, le bassin qui est ici. Et en fait, on a les deux jambes qui sont rétroversées et un des bras qui est là. Et donc elle date de 1752, où elle est observée par le chirurgien du roi de France. Et donc lui, il détermine ce qu'on appelle une ostéomalacie, qui est la forme un peu du rachitisme, mais de l'adulte. Et son corps a été énormément verni aussi pour qu'elle puisse être préservée pendant toutes ces années. Donc elle, c'est vraiment super intéressant parce qu'elle est beaucoup décrite. Elle va notamment aussi être dessinée, donc on a la gravure originale. On apprécie beaucoup ici le fait qu'elle soit très sereine, ce qui ne devait pas être le cas. L'intérêt de ces collections, de ces gros morceaux de corps qui sont là présents sur des étagères, ici éteint progressivement parce qu'on s'est de plus en plus intéressé à la microscopie. On sait aujourd'hui que c'est pertinent de garder ce genre de pièces parce qu'elles nous racontent une histoire, celle de l'individu, celle de la maladie, celle de l'institution, celle de la pratique en anatomie pathologique, celle des médecins aussi. Les pièces humides, ça permet vraiment de pouvoir faire des prélèvements et aussi des déterminations ADN. Et donc ça, c'est très important aussi de continuer à les préserver pour ces études justement des maladies. Donc là, on est sur une radiographie qui date de 1897, donc 2 ans seulement après l'invention du procédé. Le problème, c'est qu'on ne va pas se rendre compte tout de suite que la quantité des rayons que les techniciens vont se prendre en réalisant des radiographies est trop important et surtout extrêmement dangereux. Et donc, ils vont déclarer une pathologie, des pathologies, qu'on va pouvoir justement retrouver dans la collection. Donc là, on a une main d'un technicien de laboratoire en radiographie qui présente une gangrène sur le dos de la main, justement parce qu'il a subi beaucoup trop de rayons X et donc sa main a progressivement été brûlée et a gangréné. On a été obligé de lui amputer la main. Et donc ça va prendre une bonne trentaine d'années avant qu'on se protège efficacement contre les rayons. Ce qui fait qu'on va avoir pas mal de laborantins qui vont se voir amputer des membres supérieurs. Alors on peut trouver différentes maladies au sein de ces collections. Alors, pas mal de fractures, on a pas mal de cancers évidemment, plein d'infections virales, bactériennes, enfin plein de choses comme ça. Donc ici on a le crâne d'un syphilitique. Donc la syphilis c'est une affection bactérienne qui se transmet sexuellement. Et là ce qui est assez intéressant c'est qu'on a ce qu'on appelle le stade tertiaire. Et le tertiaire il va attaquer l'os. Et en fait, c'est le moment aussi où on commence à avoir ce qu'on appelle des lésions neurologiques. Et donc, les gens vont progressivement devenir un peu fous aussi. Donc, on perd une partie de son visage et on devient un peu fou. Maintenant, grâce aux antibiotiques, et notamment à la pénicilline, elle a majoritairement disparu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était assez virulent. Donc moi je suis responsable des collections médicales ici depuis bientôt 7 ans. C'est à la fois de l'inventaire, assister de collègues, techniciens de conservation, prendre les pièces une par une et puis les redécrire entièrement, notamment dans la base de données. C'est aussi donner des cours, participer à des conférences, la photographie.
Ensuite, moi j'interviens pour restaurer les pièces qui le nécessitent, qui sont en trop mauvais état. On a vraiment un potentiel de dangerosité qui est présent. Le formol, c'est une solution qui est cancérigène, mutagène et reprotoxique, donc hyper toxique. Donc il faut à tout prix que je porte des équipements de protection individuelle pour pouvoir me protéger au mieux. Donc là, on a un cerveau du coup qui est dans une préparation à base de formaldéhyde. Et juste voilà, pour pas faire de bêtises, je vais continuer sans forcément vous expliquer tout ce que je fais. C'est une spécialité qui est tellement particulière qu'on est vraiment très peu nombreux à l'exercer. Il faut pas avoir peur de se salir les mains, ça clairement, c'est sûr. Et puis je pense qu'il faut, j'allais dire, aimer ses collections. En tout cas, les traiter avec respect et en prendre soin au quotidien, quoi. Faut vraiment avoir envie de ça. En fait, la plupart des collections qui sont ici, elles proviennent du musée du Puy-Trin. Il y a un musée qui a ouvert en 1835 et qui a fermé définitivement en 2016. Petit à petit, le public qui s'est mis à visiter ce musée venait voir des choses curieuses. Ces pièces comme ça et tout, c'était toujours un peu difficile. Et c'est aussi pour ça que le musée, en 2016, il ferme. Les collections, elles sont toutes transférées ici sur le campus. Elles commencent à être gérées par le pôle des collections scientifiques et patrimoine qui, lui, est rattaché à la direction des bibliothèques de Sorbonne Université. Le but pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre complètement la valorisation de tous ces spécimens et sortir complètement du côté sensationnel ou un peu morbide justement de ces collections. J'avoue que j'ai absolument aucun problème avec le fait de travailler avec ces collections, c'est vraiment une spécialité que j'ai volontairement, clairement choisie. Je crois que ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment de pouvoir paradoxalement passer du temps avec des gens. Je ne dis pas que je ne me rends pas compte qu'ils sont morts, c'est simplement que j'ai vraiment une manière de les rencontrer, de les accompagner et de les valoriser. Ça me rend extrêmement fier en fait parce que c'est aussi sortir de l'ombre des collections qui ont un intérêt scientifique fondamental et qui ont peut-être trop longtemps été oubliées ou mises de côté.